Guillaume il faisait référence il y a un instant, tout ce qui est mise à jour dans le cloud, et bien, quand on s'appuie sur un service externalisé, en théorie, c'est géré par le fournisseur de services. Et donc, il y a une grosse différence opérationnelle à ce niveau-là. On va conclure, et pour conclure, dans le cycle de vie du cloud, il y a bien entendu l'évolutivité, alors tu faisais référence à l'élasticité tout à l'heure. J'ai besoin de plus de puissance de stockage, j'ai besoin de plus de puissance de calcul. Comment est-ce que je vais gérer ça demain? Donc il y a un acteur français qui s'appelle Hexaglobe, qui propose un certain nombre de services dans le cloud, dont du transcodage. Et donc ce que son président indiquait, c'est que ces sociétés-là sont plus à même que jamais de répondre à des pics de charge. Tout à l'heure, on faisait référence aux élections, on faisait référence à des événements sportifs. Donc, avoir de la scalabilité est un des moyens de répondre à cette demande, et le cloud est vraiment fait pour ça. Et puis, il y a la fin d'un contrat de service. Donc, on a barré élégamment, vous noterez l'effort artistique, un email reçu chez Mesclado. Donc on est parti très motivé en 2013 sur plusieurs services cloud, et un d'entre eux c'était pour du back-office. Et donc on a eu l'immense privilège de recevoir cet email qui disait que nous vous informons, chers clients, que les services ne seront plus disponibles à compter du 30 novembre 2014, et qu'on aurait donc un délai de 1 mois pour récupérer l'ensemble de nos données, et qu'ils nous rembourseraient de l'abonnement, au prorata temporis, etc., etc., mais qu'on pouvait continuer à synchroniser et à partager nos données en s'appuyant sur un nouveau partenaire. Donc ça, quand ça arrive, c'est pas très marrant. In fine, ça n'a pas été une grosse bascule, on est passé d'un fournisseur à un autre. N'empêche que, quand on souscrit un service de cloud et que moins d'un an plus tard, le service s'arrête, ça ne fait pas plaisir. Et donc, j'ose pas imaginer si on était parti sur une offre comme c'est le cas aujourd'hui, avec des 10 Tera pour 10 € par mois, ce que ça engendrerait comme coût et comme temps de transfert. Très certainement un peu compliqué à gérer. C'est sûr que tu as raison, hein, c'est des considérations qu'il faut avoir. Il faut intégrer au design l'arrêt et la migration. Par exemple, pour le projet dont je parlais à l'instant, on l'a chiffré. Donc, si on part sur un régime de croisière, tout le monde évalue l'ordre de 50 Tera de rush. S'il fallait sortir ces 50 Tera de rush du fournisseur qu'on a retenu pour aller le mettre ailleurs, quitte à le remettre chez nous éventuellement, on sait combien ça coûte. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte, enfin, on estimait à 5 000 € le coût tout simplement de ressources, de bande passante pour aller ramener ces 50 Tera. Je n'ai plus en tête le temps que ça prendra. Voilà, je pense qu'il y a un gros impact en termes de temps. Et donc, c'est peut-être là qu'est le risque principal, parce que si jamais, je pense pas, on parle de Microsoft, j'ose espérer que nous reviendrait un peu plus que 15 jours à l'avance. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en effet, il faut concevoir ce qui s'appelle en anglais la Cloud Exit Strategy, donc comment on en sort. On voit d'ailleurs apparaître des choses assez récemment qui sont des notions de cloud broker. On dit finalement il y a une notion d'abstraction entre les services. Finalement, vous adressez plus directement les services du fournisseur A ou B, vous adressez un broker de service en interne qui va à un instant donné finalement décider que le service de stockage, finalement aujourd'hui c'est chez Amazon que vous le mettez. Puis demain, c'est peut-être pas à l'échelle d'une journée que ça se passe, c'est peut-être un peu plus statique que ça, mais que voilà, on commence à voir apparaître ces notions-là de services intermédiaires qui permettent d'aller router vos demandes finalement vers tel ou tel fournisseur. Bon, ça, je pense qu'on en est qu'au début, ça méritera probablement un peu de standardisation, d'organisation, mais je pense assez volontiers qu'on arrivera à des architectures de ce type-là, avec finalement un arbitrage entre le cloud privé qu'on aura sans doute encore un petit peu de temps à la maison pour faire le cœur le plus critique de l'activité, et puis de dire, voilà, le transcodage aujourd'hui, le transcodage le plus performant, il est chez IBM, ah non, il est chez Azure, et on va répartir comme ça. Voilà. On rajoute une couche encore d'intelligence, mais ça nous apportera probablement une flexibilité à terme. Et pourtant, si je me fais l'avocat du diable, là où tu fais référence à 50 Tera de rush, 50 Tera aujourd'hui, c'est 1 U, hein, donc cette épaisseur-là dans une salle technique, donc c'est rien du tout.
ça demande de la puissance, ça demande de la climatisation, ça demande de l'énergie, ça demande un investissement. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans la mauvaise voie avec le cloud, quand il est tellement simple d'installer du stockage à bas coût? Je pense pas, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça va nous amener tout un tas de services auxquels on ne pouvait même pas rêver. Enfin, rêver, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais la consultation, la disponibilité permanente et surtout totalement indépendante de la géographie. Où que le monteur se trouve, il aura accès à ces rushs-là, où que le producteur se trouve, donc ils pourront le consulter, et ça c'est des choses qui sont rigoureusement impossibles à faire aujourd'hui. On aurait certainement pu répondre à ce besoin-là de manière beaucoup plus rapide et plus simple, tel que tu l'évoques. On aurait mis un petit NAS, un NAS moyen de 50 Tera, on aurait sans doute déjà fini le problème, mais on souhaitait avoir cette démarche un peu innovée d'apprendre au travers de cet exemple-là. Ce qu'on se dit aussi, c'est que 50 Tera aujourd'hui, c'est parce qu'on démarre lentement et on s'est volontairement restreint un certain nombre de cas d'usage, un certain nombre d'émissions, en particulier celles dont on possède réellement les rushs. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que si ça fonctionne, pourquoi pas l'étendre? Il y a un secteur d'activité sur lequel TF1 est de moins en moins présent, c'est le sport, mais qui est énormément consommateur de stockage. Hein. Un week-end de sport, il peut y avoir 10 matchs de foot, bon, ça fait énormément d'images à acquérir en parallèle et à stocker pour des durées assez longues, hein, puisqu'on veut pouvoir revenir un peu en arrière sur ce qui s'est passé. Là, voilà, on se dit, si ce système marche bien, on aura très vite envie de l'étendre à d'autres domaines d'activité. Peut-être qu'on va aussi complètement se planter, et puis dans 6 mois, on sera revenu à racheter des disques à la fin. Voilà. Mais pour l'instant, on est vraiment très, très volontaire et très heureux de ce qu'on découvre, de ce qu'on apprend dans cette démarche-là. Histoire de le lire. Donc concluons sur la fin d'un contrat de service. Donc je dois pouvoir récupérer mes données. Et ça peut nécessiter une intervention physique, quand même de grandes quantités. À savoir qu'il est parfois beaucoup plus facile de récupérer une version basse résolution, mais c'est plus difficile pour le contenu natif. Donc garder tous ces aspects-là en tête.